Alors bonjour, je souhaite la bienvenue au docteur Antoine Groux ainsi qu'à Madame Catherine Ouilémy qui l'accompagne. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, après quoi nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Avant de vous inviter à vous présenter, je vais avoir besoin du consentement pour 5 minutes additionnelles compte tenu qu'on a une petite période de retard. Ça va, consentement? Merci. Alors, je vous cède la parole et je vous invite à vous présenter. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Merci, M. le Président, M. le ministre, Mesdames, Messieurs les députés. Merci d'avoir sollicité l'opinion de l'Unité de soutien au système de santé apprenant du Québec à propos du projet de loi à l'étude. Je suis Antoine Groux, je suis clinicien-chercheur, professeur de médecine de famille à la clinique Mézeray et à l'Université Laval. J'ai aussi le privilège de diriger l'Unité de soutien au système de santé apprenant du Québec et d'être accompagné par Mme Catherine Ouilémy, que je laisse se présenter. Bonjour, je suis Catherine Ouilémy, je suis une patiente partenaire en recherche. J'ai été amenée à m'intéresser à ça dans un parcours de soins en oncologie. Alors, je suis impliquée dans ce domaine-là depuis 2018. Merci Catherine. Alors écoutez, en 2 mots, l'Unité de soutien au système de santé apprenant du Québec, c'est une organisation qui préconise le travail en partenariat avec les cliniciens, les cliniciennes, les décisionnaires, les chercheuses, les chercheurs, les patientes et les patients, de même que l'utilisation des données de la science pour améliorer en continu la gestion, les soins et les services qui sont rendus à la population. Nous avons une équipe pan-québécoise qui déploie ses expertises en offrant de la formation, de la consultation et des outils, en poursuivant un quadruple objectif qui se résume à améliorer la santé de la population, améliorer son efficience, améliorer le bien-être des ressources humaines en santé et services sociaux, et aussi, bien sûr, l'expérience et les résultats obtenus pour les patientes et les patients. Vous comprendrez donc que nous allons aborder la question de ces éléments par 3 perspectives, celle du partenariat patient-public, celle de la gestion de la valorisation des données, puis enfin, la gestion du changement et du quadruple objectif. Ce serait ma collègue Catherine prend la parole. Alors, pour les patients, il y a du bon dans la proposition du gouvernement. C'est intéressant d'offrir plus de possibilités pour prendre nos rendez-vous. C'est une proposition qui amène aussi toute une dimension de transparence dans le processus. Ce sera sûrement bien pour les patients. Mais dans cette proposition, il y a aussi des failles pour les patients parce qu'au-delà de tout ce qui est véhiculé dans les médias qui tourne essentiellement autour d'une querelle entre les médecins et les politiciens, pour les patients, il y a des choses qui sont importantes et puis qui ne se disent pas. Mais inquiétez-vous pas, on a plein de bonnes idées à vous proposer pour bonifier votre projet de loi. Donc, d'abord, ce qui est moins intéressant dans le projet de loi pour les patients, c'est que ce guichet-là se centre uniquement sur les médecins de famille. Des fois, ce n'est pas un médecin de famille dont on a besoin. Il y a une pénurie de médecins de famille, puis on forme des infirmières pour prendre en charge plein de types de problèmes de santé. Pourquoi le patient ne peut pas avoir le choix de voir, par exemple, une infirmière clinicienne si sa condition le permet? Puis, il y a plein d'autres professionnels qui pourraient être interpellés. L'autre chose, actuellement, un médecin dans une clinique sans rendez-vous qui reçoit un patient qui a une condition grave va pouvoir suivre ce patient-là. Pour le patient, c'est une prise en charge qui est instantanée. Il ne devient pas une balle de ping-pong dans le système. Avec cette loi-là, le médecin doit référer le patient au guichet d'accès. Il me semble que, comme société, on investit beaucoup d'argent pour bien former nos médecins puis les amener à développer un jugement clinique solide. Il me semble que ce serait un juste retour sur investissement de les laisser l'utiliser. La question des liens parentaux, c'est aussi quelque chose qui est important. Si on parle d'une famille de 5 enfants, ben quand les 7 personnes sont traitées dans 7 cliniques différentes, ça devient une logistique assez lourde pour les personnes. Il y a aussi toute la question de la facilité avec le web. Il y a des personnes qui ont moins de facilité à ce niveau-là. Fait que, comme je vous avais dit, on a plein d'idées constructives. Donc, ce serait d'étendre le système de prise de rendez-vous à tous les professionnels, de laisser aux médecins le soin de prendre en charge les cas urgents qu'ils rencontrent, de tenir en compte les liens parents-enfants, de laisser une certaine liberté à ce niveau-là, puis d'impliquer peut-être, je ne sais pas, le 811 des professionnels, des pères aidants en soutien puis en accompagnement pour orienter les personnes qui auraient plus de difficultés à ce niveau-là.
Merci. Sur le plan de la gestion et de la valorisation des données, on voit une valeur intéressante à ce projet qui est mise sur un partage des données, une transparence aussi qui est hautement valorisée. Mme Villelmy l'a nommé pour les patients, mais aussi pour les cliniciennes et cliniciens. Il y a une mise à profit aussi d'organisations plus sur le terrain, les tables territoriales, les départements régionaux de médecine générale, par exemple, les directions des services professionnels, qui sont toujours plus crédibles pour les acteurs et les actrices du terrain que le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ça favorise donc au final une certaine mobilisation par les données à laquelle on aspire beaucoup à l'unité. L'amélioration continue de la qualité, la réflexivité qui peut en découler est extrêmement positive, mais il faut être prudent. Ça doit s'appuyer sur des données qui sont concertées, donc reconnues par l'ensemble des parties qui sont intéressées par ces données-là. Il y a eu, et on en a connu, des succès antérieurs dans les dernières années, notamment en médecine de famille, avec la production pendant une période d'un rapport qui s'appelait le rapport d'offre de services des patients inscrits. Un rapport qui a connu un succès retentissant, notamment parce qu'il avait été développé en collaboration, en l'occurrence, entre le ministère et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Il y a aussi une prudence à avoir relativement à la complexité de la pratique de la médecine de famille. Ce projet donne un accent très fort sur la question de l'inscription, du travail en cabinet. Il faut se rappeler que la pratique de la médecine de famille, c'est beaucoup plus vaste que ça et que ça peut inclure la périnatalité, les urgences, le travail à l'hôpital, auprès de patients réfugiés, soins palliatifs, etc. Et il serait donc un peu imprudent de nous concentrer sur cette pratique d'inscription en mettant de côté ces éléments-là. Alors, l'unité propose quelques pistes de réflexion, notamment de creuser cette question des autres activités et de reconnaître que certains médecins de famille ont des activités qui ne sont pas limitées qu'aux activités d'inscription et puis d'en tenir compte quand on fera l'avancement des règlements qui suivront ce projet de loi. De considérer aussi, proposer toute la transparence qui est véhiculée dans le projet et qu'on encense avec les patientes et les patients. Et le carnet Santé Québec, qui existe déjà, pourrait devenir un véhicule intéressant de personnalisation de cette transparence pour cette population. Et puis enfin, de bien garder en tête que le déploiement d'outils électroniques dans les dernières années, que ce soit de prise de rendez-vous ou d'autres natures comme les dossiers électroniques, n'a pas toujours simplifié la vie des cliniciennes, des cliniciens. Il y aurait là un travail important à faire d'arrimage, de maturation en amont du déploiement de ces outils. En matière de gestion du changement et du quadruple objectif, nous trouvions important de souligner que une littérature très solide de plus de 35 ans et qui n'a jamais été démentie confirme que la continuité, notamment auprès d'un prestataire principal de soins, améliore à la fois la santé, l'expérience de soins et l'efficience, et cela même pour des jeunes en bonne santé à qui, par exemple, lorsqu'arrive un événement, un accident, une dépression, ont de bien meilleures chances d'améliorer leur santé lorsqu'ils ont un prestataire principal. Alors, on a une invitation à la prudence à faire s'appuyant sur la science à l'égard d'un accès un peu débridé, mais très axé hors affiliation à un prestataire principal de soins. Catherine? Il y a toute la question des données de santé numérique qui est d'actualité avec les patients. Même si on y est ouvert, on a des préoccupations par rapport à leur utilisation. Ça va être important de préciser quelles données vont vous être transmises, Monsieur le ministre, puis à quelle fin ça va être utilisé. Aussi, il y a toute la question de la mobilisation des ressources humaines. Le projet de loi nous paraît très paternaliste. Il y a quelque chose qui nous paraît difficile à comprendre, j'en ai parlé tantôt. Pourquoi c'est une loi qui cible juste les médecins de famille? Puis il y a toute la question de la gestion des rendez-vous. Moi, Monsieur le ministre, là, je vous aime beaucoup. Puis, je ne trouve pas que c'est la meilleure façon d'utiliser tous vos talents que de vous faire gérer des rendez-vous. En ces temps où on manque de médecins, c'est difficile de comprendre ce projet de loi-là qui vient écraser plutôt que mobiliser. Parlant de mobiliser, je pense qu'il y aurait dans les propositions que nous ferons à l'unité, celle de travailler davantage, que ce soit dans le projet de loi ou moins en marge, à soutenir les changements que vous proposez. L'approche de facilitation, de soutien a été bien démontrée comme un vecteur de succès pour cette mobilisation. Des formations dans le passé ont aussi été développées pour aider les médecins à améliorer leur accès, des formations en accès adapté, en gestion de clinique aussi qu'on pourrait envisager de développer.
dans les années qui viennent en mettant à l'avant-scène les leaders, les experts, bref, nos champions au Québec. Alors là, il y a un travail qu'on pourrait certainement contribuer comme unité à améliorer, puis où on pense que le projet de loi pourrait en dire davantage. Il y a aussi tout un travail d'assurer une offre de services qui répond à des besoins davantage qu'à des horaires de façon très technique. Donc, de miser sur des indicateurs qui sont très impopulaires au Québec chez les médecins de famille notamment, comme par exemple le taux d'assiduité ou qu'on pourrait appeler un taux de continuité ou un taux d'accès, mais qui, dans d'autres juridictions, ont été encensés. À la rigueur, le suivi de l'offre de rendez-vous et du taux de comblement des plages serait aussi des avenues très porteuses pour répondre, je pense, à plusieurs des impératifs que vous avez évoqués dans ce projet. Catherine? Il y a une chose aussi qui est intéressante. Le temps de votre présentation est terminé. Alors, on va débuter les échanges avec M. le ministre. Merci beaucoup. Écoutez, premièrement, Dr. Groux et Mme Ouellamy, merci beaucoup. Moi aussi, Mme Ouellamy, je vous aime beaucoup. J'ai eu la chance de vous rencontrer dans un point de presse. Je connais bien ce que vous avez survécu, puis je trouve ça vraiment intéressant de savoir que vous vous intéressez à ce sujet-là aujourd'hui. Alors, merci de votre temps, parce que vous êtes quelqu'un qui a pu bénéficier du système, puis vous avez l'air excessivement heureuse et épanouie. Alors, je suis très, très content de voir que les choses se déroulent bien pour vous. Je vais refaire une précision, puis je vais la refaire encore une fois parce que j'ai besoin de la refaire. J'avais encore une question de mon collègue, le député de Rosemont, tout à l'heure. Pardon, pourquoi ce projet de loi-là? Puis là, je vais le préciser parce qu'on est pris souvent dans du langage légaliste, versus comment expliquer ce qu'on essaye de faire. Bon. Vous me demandez, puis je vais parce que ça fait 3 fois que je l'explique, fait que je vais essayer de m'y prendre autrement. Je reviendrai sur les rendez-vous. Mais là, je vais me concentrer, c'est pourquoi on fait une demande d'information, de gestion, pour mieux comprendre la capacité du potentiel des 10 000 médecins de famille. Ça, c'est la première question qu'on a. Si j'avais à résumer le projet de loi dans sa forme actuelle, avant les amendements qu'on peut faire, c'est pour permettre d'avoir une discussion, quelle est la charge actuelle des médecins de famille. Et pour ça, oui, on peut aller chercher les données de la RAMQ, parce que ce n'est pas les salaires des gens, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'ils sont occupés à 100% à faire de la prise en charge? Est-ce qu'ils sont occupés dans un CLSC à salaire? Est-ce qu'ils sont occupés à 100% ou à la moitié de leur temps dans une urgence? Ça, c'est le premier objectif, c'est de bien comprendre l'occupation des gens. Parce que je vais aller tout à fait à l'extrême. On a 10 000 médecins, mais si j'en ai au total en équivalent 7 000 qui font de la prise en charge, bien, j'ai un 3 000 que je ne peux pas compter. Alors, quand les médecins nous disent, puis je l'ai entendu là, souvent dans les derniers mois, il manque 1 000 médecins de famille, bien, ils ont peut-être raison. Mais vous savez, je ne suis pas capable de le dire. Je ne suis pas capable de dire qu'il manque 1 000 médecins. Puis, dans quelle région il manque? C'est-tu plus en Montérégie? C'est-tu plus à la Chute? Alors, je veux juste vous rappeler là, que le premier objectif de ce projet de loi-là, c'est pas de solutionner les problèmes du monde, parce qu'on en a beaucoup, puis on y reviendra. Mais le premier objectif simpliste, c'est de bien connaître l'occupation des gens pour être capable de savoir de quoi on parle. Puis ça, en tant que gestionnaire de l'État, pour moi, c'est la base. OK? Deuxièmement, quand on a entendu parler tout à l'heure d'accès adapté, puis vous revenez, docteur, c'est sûr que la journée qu'on va avoir, puis je vais vous donner ma version, là, puis j'aimerais que vous commentiez là-dessus. Quand on va avoir passé le projet de loi, on va comprendre quel est le nombre réel de médecins qui font... Je ne veux pas les enlever des urgences, on en a besoin. Nos bons généralistes qui sont dans les urgences. On ne veut pas les enlever de là. Mais quand on aura une bonne représentation, puis que ça sera plus discutable, qu'est-ce qu'on va faire comme première chose? On va regarder exactement ce qu'on a entendu tout à l'heure sur l'accès adapté, puis on va dire, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait prendre le GAMEF, puis ça, on n'a pas besoin du projet de loi pour ça, là. Est-ce qu'on va prendre le GAMEF, dans lequel il y a 900 000 patients
qui sont en attente d'un médecin de famille? Puis, est-ce que c'est quoi les personnes vulnérables dans ce bloc-là qui, eux, ont besoin d'un médecin de famille? Le docteur Godreau du Collège des médecins, hier, a dit clairement, c'est pas tous les patients qui ont besoin d'un médecin, mais il y en a qui en ont besoin d'un médecin. Alors, le projet de loi, ici, dit, commençons par s'entendre, on en a combien? Après ça, on travaillera. Puis ça, on n'a pas besoin de ça dans le projet de loi pour parler d'accès adapté. C'est une pratique, la dame nous l'a dit tout à l'heure, ça existe depuis des années. Est-ce que tout le monde l'applique de la même façon? Mais si on l'appliquait correctement partout, est-ce qu'on viendrait de régler, je vais mettre un chiffre, la moitié de notre GAMEF? Vous me suivez? Et ça, on n'a pas besoin du projet de loi pour ça, là. Alors, moi, je veux juste que les gens comprennent, puis ça j'apprécie vos questions quand vous avez dit, mais pourquoi vous faites ça? Puis là, vous me dites, pourquoi vous voulez jouer dans les rendez-vous? Mais parce qu'on la connaît, la réponse. Quand on va avoir fait une première mise à jour du GAMEF avec les meilleures pratiques, puis avec l'accès adapté, il va rester un nombre de Québécois qui n'auront pas de médecin de famille. Puis c'est correct. Mais comment on fait pour leur donner un service dans un délai raisonnable? Et c'est là que la prise de rendez-vous vient de faire une différence. Vous me suivez? Et ça, c'est ça qu'il faut essayer de bien s'entendre. Qu'est-ce que le projet de loi essaie d'adresser et qu'est-ce que le projet de loi n'a pas besoin de préoccuper parce que c'est déjà adressé. On a déjà clarifié le rôle des IPS. Ça n'existait pas avant. On l'a mis que c'est disponible. On le sait qu'elles font partie de la solution. On a déjà adressé par le PL 31 la collaboration avec les pharmaciens. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. C'est déjà clair que dans l'interdisciplinarité, ces professionnels-là peuvent être là. Mais il faut comprendre quel est le rôle exact des médecins qu'on veut avoir pour régler une partie du GAMEF en complémentarité avec les autres professionnels. Fait que je voulais juste préciser là, parce qu'on a l'air de dire qu'on ne savait pas ce qu'on voulait aller avoir par le projet de loi. Au contraire, on le sait très bien. On veut savoir le nombre de professionnels, médecins, qui sont disponibles pour faire de la prise en charge. Et on veut trouver une façon, quand on aura fait un premier bilan de la situation d'un GAMEF avec les meilleures pratiques, combien de personnes pourraient avoir une autre prise de rendez-vous avec, par exemple, ce qu'on a parlé du guichet de pertinence. Je voulais juste préciser ça parce que vos questions sont très bonnes, mais c'est important de bien comprendre qu'est-ce que le projet de loi veut faire. Est-ce que ça aide dans la réflexion? Puis là, après ça, bien, s'il me reste du temps, je vais vous poser quelques questions. Je suis liens parentaux, vous en avez parlé, là, je vais en rafale. Valoriser les données. Ça, c'est vraiment important quand vous avez dit ça, Dr. Go, parce que pour moi, si j'avais à répondre à votre question, pourquoi on veut ces données-là, c'est pour fin de gestion uniquement. C'est pas pour contrôler les médecins. Et je reviens là, maintenant que j'ai expliqué qu'est-ce que je veux essayer de faire comme première étape. C'est de prendre... La dame, tout à l'heure, nous l'a bien dit. Elle a dit, peut-être qu'aujourd'hui, les DME, les données des DME, donc des dossiers médicaux, sont peut-être aussi valables, mais on ne les a pas pour toutes. Quel genre de données on peut prendre en attendant qu'on ait des DME partout? Ça, je pense que c'est probablement comme ça qu'il faut travailler. Je voulais répondre à cette question-là. Bon, la gestion du changement et de la continuité, ça, j'aimerais ça vous entendre. Vous avez dit, il ne faut pas lâcher le principe du comment vous l'appelez, du prestataire principal. Dites-moi ça, parce que on avait l'air de dire de quelques intervenants qu'on a entendus que c'était pas si grave si c'était pas un médecin qui prenait en charge en autant que la GMF le prenne. Là, vous avez l'air de dire, mais il faudrait peut-être garder la notion de prestataire principal. Ça m'intéresse de vous entendre là-dessus. Je ne sais pas si c'est vous ou Mme Willemie, mais ça me... Pour le peu de temps que j'ai, là... Combien? Il va rester 6 minutes. OK, on a encore du temps. Alors, voulez-vous y aller là-dessus un petit peu, oui, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Écoutez, la question du prestataire principal de service, ça ne date pas d'hier. C'est une littérature des années 80 qui a été élaborée par une chercheure renommée internationalement en médecine de famille qui s'appelle Barbara Starfield. Ce qu'elle dit, Barbara Starfield, c'est que dans ses études, quand un patient est rattaché à un prestataire principal qui
oui, dans bien des cas, est un médecin de famille, mais peut-être aussi un IPSPL, peut-être donc une infirmière praticienne spécialisée, ou tout autre prestataire. Imaginons que ce soit un patient ou une patiente qui a davantage de problèmes sociaux. On pourrait imaginer que ce soit un travailleur social qui soit son prestataire principal, celui ou celle qu'il ou elle voit le plus souvent. Ce que ces travaux ont démontré, et ils ont été réétudiés à de multiples reprises. Ils sont d'ailleurs, pour votre information, et je sais que le Collège québécois des médecins de famille passera chez vous prochainement, mais ils sont repris dans le document qui recense l'ensemble de la littérature en cette matière par le Collège des médecins de famille du Canada. C'est vraiment démontré efficience, efficacité santé, nommez-les, et surtout expérience patient améliorée. Alors, à cet égard-là, je ne rejoins pas nécessairement les propos qui ont été tenus dans le passé par Dr Gaudreault. Je pense qu'il disait que ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'un médecin de famille. Moi, je pense que ce n'est pas tout le monde qui traduit le besoin d'avoir un médecin de famille là, mais tout le monde, et c'est ce que ces études démontrent, gagne à avoir un médecin de famille ou un prestataire principal de soins. Et là, on ouvre toute la porte que Mme Ouellemi évoquait sur le travail interprofessionnel. OK. Bon, mais c'est un... Mme Ouellemi, vous voulez commenter là-dessus? Oui. Oui, il y a peut-être une chose aussi, c'est que pour identifier les besoins des patients, il n'y a pas mieux que de consulter les patients. Puis à ce niveau-là, ben, je vous ouvre la porte. On a une super belle communauté de pratique de patients partenaires à l'unité de soutien, puis on est à votre entière disposition. Bon, écoutez, mon Dieu, on avance, c'est bon. Vous avez dit aussi tout à l'heure, je repasse rapidement mes notes là, parce que je vois que le temps qui file, mais de ne pas se préoccuper des rendez-vous. Moi, je veux juste vous dire qu'une fois qu'on aura clarifié la charge de travail, je pense qu'il faut s'assurer qu'on donne aussi les rendez-vous aux gens. Je m'explique. C'est beau avoir un médecin de famille ou un professionnel de la santé, on va l'appeler comme ça, mais il faut s'assurer qu'on le sert dans des délais raisonnables. Moi, c'est dans ce sens-là qu'on veut s'assurer, puis je pense que l'exemple qu'on attendra dans les prochaines heures de ce qui se passe à Rimouski, on le voit que les gens ont réussi à augmenter un peu l'offre de services en rendez-vous pour que les gens puissent être servis dans un délai raisonnable. Alors, quand vous me dites de ne pas vouloir m'occuper des rendez-vous, je ne veux pas m'en occuper, pas plus que je m'en occupais pour la vaccination, mais il y avait des gens qui s'assuraient que nos délais de prise de rendez-vous étaient bien respectés avec des indicateurs. Mais inquiétez-vous pas, là, je ne serai pas sur la centrale de rendez-vous, là, juste pour vous rassurer. Il me reste combien de temps? 3 minutes. Je veux vous entendre sur... parce que ça, je pense, on peut aller chercher votre... Vous avez dit comment on peut continuer à mobiliser nos médecins pour avoir accès à ces meilleures pratiques. Là, je comprends qu'on est peut-être un petit peu en dehors du projet de loi. Là. Le député de Rosemont va me dire, oui, mais c'est pas dans le projet de loi, mais pour ce que je viens d'expliquer, avoir le bassin de médecins, puis en plus la prise de rendez-vous, comment on fait pour les mobiliser, les médecins, pour ceux qui le veulent, là, ou ceux qui... d'aller chercher toute cette expertise-là qu'on a entendue sur l'accès adapté, qui fait que si elle était appliquée aujourd'hui, on couperait, je ne sais pas, de moitié, des 2/3 le guichet. En fait, il y a là encore une science assez solide qui appuie ça, les travaux de Ivers, entre autres un Canadien, sur la valeur des rapports réflexifs, des portraits réflexifs qui sont très intéressants pour mobiliser les gens. Quand on voit, ça veut dire quoi, c'est ça? un miroir. Okay. Quand on donne un miroir de sa pratique à un médecin et à un professionnel en sens général, ça lui donne l'option de regarder ce miroir puis de dire je suis satisfait de ce que je vois ou au contraire, je ne suis pas très satisfait. Puis de voir, par exemple, en se comparant avec d'autres collègues ou d'autres milieux, de dire je pourrais visiblement faire mieux. Et je pense que ça, votre projet de loi, il ouvre une belle porte à cet égard, puis c'est ce qu'on nommait. On voit là une ouverture dans le partage des données, de convenir de ce que les données apportent. Et ça, c'est clé dans la mobilisation. Lorsque ces données-là sont explicitement vulgarisées, traduites, présentées dans un langage compris par les cliniciens, à partir de là, on peut les faire bouger. Là, ils sont capables de faire la différence entre deux extrêmes. Un docteur qui a 2000 patients d'un côté et qui travaille 2 jours par semaine, chez qui on pourrait se plaindre qu'on ne le voit pas le jour même. Et puis à l'autre extrême, un docteur qui a 200 patients, qui travaille 5 jours semaine en clinique à suivre ses patients
puis que malgré tout, prennent beaucoup de temps à voir ces patients. Vous voyez que là, il y a un déséquilibre et qu'une réflexivité les amènerait à l'ailleurs. Mais ça, je vais vous dire, puis on pourra en discuter, là, parce qu'on n'est pas à la fin de ce projet de loi-là, qui est très intéressant, mais on a quand même consulté des experts qui nous ont dit qu'avec leur connaissance, et on fait ça pour l'ensemble du portefeuille québécois, qu'on pourrait à peu près réduire du 2/3 le GAMEF si tout le monde appliquait l'accès adapté. C'est un peu ce que vous dites. C'est gros, là. En fait, je vous répondrais, si votre projet de loi fait le travail, je pourrais vous répondre avec conviction. Si à la fin de l'exercice de mesure des activités des médecins de famille, on réalise qu'il n'en manque pas 1000, mais qu'il en manque 3000, je vais avoir envie de vous dire, tout le monde est probablement à côté jusque-là. Mais comme vous, on ne peut pas le savoir parce qu'on n'a pas cette information, d'où la valeur qu'on accorde à aller chercher cette première information. Puis, je vais vous dire, l'engagement qu'on a pris, puis d'ailleurs, on le dit, s'il faut en mettre plus de médecins de famille, ça sera le plus grand service qu'on aura rendu à la FMOQ, d'accepter de partager cette information-là pour se prouver peut-être qu'on en a besoin, et encore plus, d'identifier dans quelle région on en a besoin pour solutionner le problème des prêmes. Alors, merci beaucoup pour cette intervention-là, c'est très clair. Merci. Je vais demander maintenant au député Denis Ligand de prendre la parole. Merci, Mme Ouellemi aussi. Merci beaucoup. Président, merci à vous deux pour la présentation et pour les informations. Je vais commencer avec le dernier point que vous avez évoqué avec M. le ministre, Dr Groux. C'est que vous insistez sur la qualité des données, la qualité de l'information et qu'au bout de cet exercice, d'ailleurs, je ne sais pas combien de temps va prendre cet exercice. Est-ce que c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans? Ça, c'est une autre question que j'aimerais bien que le ministre, la prochaine fois, qu'il nous partage un peu son échéancier pour avoir le portrait. Ce que je trouve intéressant, et j'aimerais bien que vous nous partagez aussi votre... Vous, ça va bien, d'après ce que je vois. Vous vous êtes adapté. Ça roule très bien. On dit ça roule en business. Vous avez même un patient partenaire. D'ailleurs, je vais revenir à ce volet un peu plus tard. Pourquoi ça marche chez vous? C'est quoi vos clés du succès? Écoutez, votre question est excellente. Elle fait écho finalement à la cohérence entre ce que l'unité de soutien SSA Québec plaide d'un côté, l'accès aux données, le partenariat, et de l'autre, ma pratique comme médecin de famille. Moi, je suis encore en clinique à temps partiel et j'applique dans mon travail quotidien de médecin de famille les mêmes principes qu'on valorise du côté de l'unité. En d'autres termes, on analyse des rapports, on analyse nos rapports d'accès, on regarde de façon périodique dans quelle mesure mes patients sont capables de me voir quand ils appellent, le jour même, dans 2 jours, dans 3 jours. On le fait en allant chercher leur rétroaction à ces patients, leur demander ce miroir du service qu'on leur rend, comment améliorer le service. Moi, mes patients ont mon numéro de téléphone personnel, ils peuvent me joindre et c'est en l'occurrence une excellente façon pour eux de me dire des fois que la ligne est difficile à avoir à la clinique, imaginons. Alors, ce reflet-là permet d'optimiser une pratique. Ça se fait comment? Avec des données. J'adore ce reflet, Dr Groux. C'est une très belle image. C'est ce que vous venez de dire et expliquer. Là, je vais vous poser une autre question. Si on applique votre modèle un peu partout, est-ce que c'est faisable? Ou bien ça prend des champions comme vous, moi je l'appelle un leader transformationnel dans son milieu, et si on duplique le même modèle, est-ce qu'on va avoir les mêmes résultats que chez vous? C'est une question hypothétique, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je pourrais répondre par la science, mais je n'ai pas malheureusement les informations pour m'appuyer. De l'expérience, ce que je peux vous dire, c'est que tous les gens avec qui je travaille, puis j'ai eu la chance de travailler, sont des gens instruits, intelligents, éveillés, professionnels, quoi qu'on en dise, qui ont une volonté d'améliorer leur pratique. Alors, je pense que oui, tout le monde est prêt à s'améliorer, mais tout le monde doit le faire avec la perception d'être dans un environnement bienveillant, un environnement sain, un environnement protecteur qui les accompagne. Quand vous parlez de leader, comme le leadership que je peux, moi, essayer et qu'un paquet d'autres cliniciens au Québec ou cliniciennes essaient d'inculquer, ce leadership mobilisateur, pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas profiter de ça? Et c'est une des portes qu'on ouvrait pour témoigner de ces situations à succès, des situations heureuses, des situations où vraiment, entre guillemets, on répond à ces attentes des besoins des patients, on répond à ce qu'ils attendent.
tout en ayant une vie qui est saine et qui correspond à chacun, chacune. Tout le monde n'est pas pareil non plus. Il y a des clientèles qui sont variées. Alors, on ne peut pas faire du mur à mur là-dedans. Ça doit être adapté, mais ça peut l'être. Oui, je vous entends et la littérature le démontre, c'est que le mur à mur en santé, ça ne marche pas. Il y a des situations qui peuvent marcher, fonctionner. Au Lac-Saint-Jean, ils ne peuvent pas fonctionner malheureusement en Montérégie. Mais si je comprends ce que vous venez de dire, est-ce que le projet de loi va changer quelque chose pour vous? Bien, en fait, c'est ce que nous ouvrions comme porte. Je pense que le projet de loi, en permettant ou en favorisant d'abord le partage des données avec les gens du terrain, donc localement, ce qui rejoint l'enjeu que vous évoquez d'une réalité au Saguenay qui est différente de celle de Gaspé ou de Montréal, je pense que là, il y a un pas en avant, clairement. L'appel à la prudence que l'on faisait à l'unité, c'est de s'assurer de faire ce travail d'extraction et d'analyse de données en concertation avec ces mêmes gens du terrain. Ça, le projet de loi ne le dit pas, mais il y a plusieurs éléments réglementaires qui semblent être à définir, découlant de ce projet. Notre espoir est de pouvoir travailler de concert avec le ministère à améliorer ces éléments réglementaires. Oui, et Dr. Gros, vous soulevez un point extrêmement important. Au-delà des chiffres, au-delà de l'objectif louable d'aller chercher de la donnée, entre guillemets, la qualité de la donnée, c'est qu'est-ce qu'on va faire après la collecte de données, parce qu'on peut l'interpréter qualitativement ou quantitativement. Donc, qu'est-ce qu'on veut après? Recruter plus de médecins, recruter plus de professionnels de la santé, autres que les médecins. C'est quoi l'échéancier? Parce qu'au bout de la ligne, j'ai ce portrait. Mais si le portrait n'améliore pas la qualité des soins au niveau des patients, j'espère que je ne suis pas en train de perdre mon temps en commission parlementaire. En fait, tout à fait, mais je vais vous répondre assez simplement en réitérant ce que j'ai nommé plus tôt. Cet objectif, il va varier selon à qui on s'adresse, aux décisionnaires, aux patientes, aux patients, aux cliniciens, cliniciennes, et en fonction de l'objectif à atteindre, d'améliorer cette expérience, améliorer le bien-être de ces ressources humaines. Alors, pour un décisionnaire, les attentes de M. le ministre ne seront pas les mêmes que pour un clinicien, que pour une patiente partenaire ou que pour un chercheur, par exemple. Alors, je pense que notre idée d'amener ce partenariat et cette concertation est justement de trouver des données qui vont répondre à l'ensemble de ces acteurs et actrices du partenariat. C'est ça qu'on préconise. Mais vous avez, c'est très très bien dit, et je peux vous assurer que même les objectifs, on partage pas mal d'objectifs dans ce projet de loi, mais même les objectifs de l'opposition, c'est voir, en tout cas mes objectifs, l'échéancier, qu'est-ce qu'on va faire avec la qualité de données. Et j'ai entendu le ministre tout à l'heure, le nombre de médecins disponibles pour la prise en charge. Moi, j'espère que ce n'est pas juste ça l'objectif. Le ministre, il est très ambitieux. Je ne veux pas juste avoir le portrait de nombre de médecins. On peut même avoir des scénarios. Le but, c'est que demain, on va dire qu'une fois pour toutes, on a réglé le problème de l'accès et on va plus ramasser 1 million de patients québécois qui attendent. Moi, je pense que c'est ça l'objectif. 1 million de patients qui attendent, probablement de la mauvaise façon utiliser la liste de GAMF ou autre, mais il faut que les gens rencontrent leurs professionnels de la santé. J'ai une autre question pour vous, madame, par rapport aux patients partenaires. Vous avez partagé une bonne expérience et au Québec, je tiens juste à le dire, ouvrir une parenthèse, on a les meilleurs chercheurs qui ont travaillé beaucoup sur le patient partenaire. Il y a des modèles à Montréal, on a parlé, il y a le Compass et le modèle de Montréal qui révolutionne beaucoup d'autres modèles. Comment on peut, du moment que le ministre nous ouvre cette opportunité, il nous donne cette opportunité, comment on peut avoir une place à l'intérieur de ce projet de loi pour que le patient, parce que hier ça a été très dit, je ne sais pas si vous avez suivi l'après-midi hier, le Collège des médecins, et ce qu'ils ont dit par rapport au travail des autres professionnels. Le bout qui manquait hier, vous le complétez aujourd'hui. Donc si je vous dis, là on parle des médecins, on parle des autres professionnels de la santé, mais là comment on peut arrimer le tout avec un patient partenaire? C'est quoi vos suggestions? C'est un peu comme tantôt je disais, les patients, c'est pas toujours d'un médecin qu'ils ont besoin. Ils ont besoin des fois de d'autres choses qu'un médecin. Les patients partenaires peuvent être une solution dans l'équation. Il y a certains besoins qui sont non médicaux, non cliniques. Le patient partenaire peut être, on l'a vu, le projet Parole Onco à Montréal, avec Dr Marie-Pascale Pomé, des patients partenaires qui sont impliqués dans le parcours de soins des patientes atteintes du cancer.
C'est des patients qui viennent jouer un rôle de soutien, qui viennent réduire l'angoisse des patients. Il y a des gens qui vont... Oui, vous soulevez un point important et je faisais référence au professeur Pomé qui fait un travail exceptionnel au niveau du patient partenaire, même à l'échelle internationale. Vous avez évoqué tout à l'heure la communauté de pratique du patient. Oui. OK. Là, on parle de beaucoup de professionnels. Et sérieux, jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu un mot sur le patient. Surtout quand ça touche des maladies chroniques, qu'on le sait. C'est là où le patient a besoin de soutien, d'accompagnement, il utilise beaucoup les services. Vous avez étudié le projet de loi ou vous voyez la valeur ou l'ajout dans le projet de loi? D'inclure les patients partenaires. On les appelle, dans le jargon des patients partenaires, c'est des patients accompagnateurs. De les inclure dans tout ça, dans l'offre, dans l'écoute des besoins des patients. Quand je disais tantôt, il faudrait que le patient puisse pouvoir cibler de qui il a besoin. Parce que des fois, ce n'est pas nécessairement d'un médecin de famille. Qu'est-ce que c'est son besoin? Ça, le projet de loi n'en tient pas nécessairement compte. Oui. C'est un bon point. Docteur Gros, à la lumière de ce que vous venez d'entendre, et j'en suis sûr et certain, vous partagez la même chose dans votre pratique. Pouvez-vous partager avec les membres de la commission le rôle du patient partenaire, le rôle de ces communautés de pratique de patients? Est-ce que ça a permis de vous libérer plus de temps? Parce que c'est ça l'objectif. Est-ce que ça vous a aidé à avoir plus de temps sur des patients vulnérables, avec des cas lourds? Et si vous pouvez chiffrer l'apport des patients partenaires, chiffrez pas en termes de dollars, mais en termes de qualité de temps libre pour faire autre chose. Écoutez, à un niveau macroscopique, la communauté de patients et de patientes partenaires dont parle ma collègue est en train d'être mise en œuvre, mise en place. Alors, je ne peux malheureusement pas vous donner de rétro sur les impacts qu'elle a pu avoir. Je peux vous dire qu'elle crée une forte mobilisation, par contre, de la communauté citoyenne du Québec. Et ça, on en est très fiers. On est très fiers de porter ça sous l'égide de l'unité de soutien SSA. Ça, c'est à une échelle macro. À une échelle beaucoup plus personnelle ou microscopique, je peux vous témoigner que moi, avoir cherché cette rétroaction sur l'offre de services, donc pas seulement sur les services cliniques, les patientes ont toujours un peu peur de déplaire à leur médecin en leur donnant une rétroaction douloureuse. Mais quand on parle d'organisation et d'accès aux services, alors ils sont beaucoup plus loquaces, ils sont plus enclins à parler. Et je peux vous dire que d'aller chercher des commentaires là-dessus m'a permis, moi, d'être davantage pertinent dans mon offre de services, d'être davantage adapté, d'offrir à l'occasion des services le soir pour mes patients qui travaillent, parce que c'était le besoin qu'ils exprimaient. Moi, le jour, je ne peux pas me... Bon, c'était avant la pandémie, vous me direz, mais malgré tout, avec cette idée de pouvoir répondre aux besoins des patients, ce que Mme Villamy a expliqué tout à l'heure. Si je peux me permettre, notre collègue Antoine Boivin puis ma collègue Ghislaine Rouly, qui est patiente partenaire dans les soins, c'est une pratique ils ont un projet ensemble, c'est ancré concrètement dans la clinique, puis ça a des effets très positifs. C'est quand on inclut toutes les parties prenantes, incluant le patient, ça amène invariablement des pratiques qui sont très, très, très porteuses et puis efficaces. Et je peux aussi nommer, moi je suis ravi de voir Mme Villamy à la table, qui a été interpellée par le ministre, par vous, M. le député, et ça, c'est un autre témoignage de où elle est, cette place des citoyennes, des citoyens. Bien, elle est aussi en commission parlementaire. Elle a sa place là. Je pense que les projets de loi, quand ils évoluent avec les gens qui sont concernés, tous les gens qui sont concernés, bien, ils ont une chance d'évoluer encore mieux. Et, je tiens à vous remercier vraiment. C'est très pertinent votre présence. Et vous savez quoi? L'exemple parfait, c'est vous êtes les deux aujourd'hui en commission, point de vue de clinicien, point de vue d'un patient partenaire. Ça envoie un message très clair aux membres de la commission que nous-mêmes, on doit avoir dans notre analyse cet angle, à la fois patient et clinicien. Merci à vous deux. Merci, M. le député. Je cède maintenant la parole au député des Îles-de-la-Madeleine. Merci beaucoup, M. le Président. Dr Groux, Mme Lémy, merci de votre présentation. Est-ce que vous auriez un texte à nous soumettre ou est-ce que vous avez déjà soumis un mémoire? On n'a pas soumis de mémoire. Il nous ferait plaisir, si vous le jugez opportun, de vous transmettre l'essentiel des propos qu'on a tenus aujourd'hui. Avec plaisir. Ce serait très apprécié. Effectivement, comme le disait mon collègue, c'est fort intéressant d'avoir un premier point de vue citoyen, patient.
à l'occasion de cette commission parlementaire. Donc, je poserai ma première question à Mme Bellémy sur la question du guichet. Vous avez mentionné qu'il fallait l'élargir à d'autres professionnels de la santé. On a bien compris cela. Vous avez parlé aussi de la façon de pouvoir s'assurer que les liens parentaux puissent être maintenus, donc on puisse avoir accès, pour des raisons logistiques notamment, aux mêmes médecins. C'est pris en note. Est-ce que j'ai bien compris que vous parliez aussi d'une certaine catégorie de patients qui pourraient avoir des problèmes d'accès, par exemple, à Internet, la question de la littératie numérique? Est-ce que c'est une de vos préoccupations? Oui, c'est une préoccupation. C'est pas tout le monde. Je suis impliquée dans quelques projets de recherche où il y a l'introduction des IPO en télésanté, toute la capacité des gens à être capables de se connecter, d'utiliser les interfaces Internet. C'est pas tout le monde qui est au même niveau là-dedans. Puis des fois, ça prend de l'accompagnement pour être capable d'utiliser ça. Une préoccupation qui est tout à fait appropriée. Non seulement il y a la question d'avoir accès aux appareils, mais il y a l'accès au réseau qui n'est pas encore garanti dans l'ensemble du Québec. Cela dit, vous avez parlé aussi de l'un et l'autre de l'idée d'avoir des données et partager le partage des données. C'est évidemment un élément qui intéresse particulièrement le ministre, mais vous avez aussi dit qu'il faudrait savoir de quelles données il s'agit et à quelle fin on veut les obtenir. Docteur Groux, quelles sont les données qui vous semblent fondamentales d'avoir et de partager pour justement améliorer le système? Écoutez, on dispose au Québec d'un coffre-fort extraordinaire de données avec la RAMQ, la Régie d'assurance maladie du Québec, un coffre-fort riche de données qui malheureusement est encore difficile d'accès aujourd'hui pour des bonnes raisons. Entendons-nous, Mme Bellémy a évoqué le souci des patientes, des patients, que leur renseignement de santé soit protégé. Mais on dispose aujourd'hui quand même de moyens d'anonymiser ces données, de les dépersonnaliser. Alors là, il y a un coffre-fort massif. L'autre coffre-fort qui est en construction depuis maintenant plusieurs années, c'est le dossier Santé Québec, où on trouve des données beaucoup plus cliniques que les données de facturation ou médico-administratives. Celui qui est à développer, c'est celui de tout ce qui est dans l'activité clinique. On parle en première ligne, dans la médecine de famille, des dossiers médico-électroniques depuis déjà presque 10 ans. On a eu des progrès extrêmement rapides dans cette matière, malheureusement avec une utilisation très variable de ce dossier pour faire de la donnée. On a des données aujourd'hui qui sont de piètre qualité ou des données qui sont mal saisies. On a même des dossiers électroniques qui sont numérisés, littéralement. Alors, il y a un travail à faire pour mieux saisir la donnée. Mais le jour où les cliniciens vont pouvoir profiter de reflets, bien, ils vont peut-être avoir envie davantage de mieux saisir la donnée pour profiter de cet avantage supplémentaire pour les aider dans leur professionnalisme, les aider à améliorer continuellement leur pratique. C'est aussi à ça que travaille l'unité avec des outils de structuration et extraction de données qui ont été développés d'ailleurs en marge de nos activités. Sur ce plan-là, j'ai l'impression que même la FMOQ serait d'accord avec vous. Merci. Alors, nous allons compléter cet échange avec Mme la députée d'Iberville. Merci, M. le Président. Bonjour, docteur. Bonjour, Madame. Madame, vous me rassurez un peu, si j'ai bien compris, que mon idée de consacrer dans mon bureau de comté un poste de travail informatique pour les citoyens qui n'ont pas accès à Internet ou qui ne sont pas particulièrement familiers avec les techniques. Moi, j'ai beaucoup de concitoyens là, qui m'appellent. C'est quoi ça, Flip Santé, tu sais? Alors là, il faut leur expliquer c'est Clic Santé, mais tu sais, là, c'est pas évident, là, puis on veut qu'ils se fassent vacciner, mais ils n'ont aucune idée. Alors moi, j'ai mis un poste de travail qui est consacré à ça, là. Les jeunes peuvent pas venir jouer des jeux, puis des affaires de même, mais si quelqu'un a besoin d'un accès à Internet, que ce soit un service de santé, une prise de rendez-vous ou autre, ils peuvent y avoir accès. Alors, je vous remercie, vous me rassurez. Je n'étais pas complètement perdu. Maintenant, j'ai une question de base. Parce que moi, je pars de loin. Là. Je suis bien bonne dans les services de santé comme utilisatrice, mais comme experte, pas tout. Une infirmière pivot puis une IPS, c'est pareil, ça? Non. Non. C'est pas pareil. Mais une infirmière pivot, là, est-ce que ça pourrait être une personne référence? Parce que je vais vous donner un exemple stupide, là. Moi, j'ai été opéré il n'y a pas très longtemps. J'avais 9 médecins spécialistes au CHUM qui s'occupaient de mon cas. Je ne savais même plus leur nom, je ne savais même plus de quel bout du corps ils s'occupaient tellement il y en avait.
Mais l'infirmière pivot, elle leur libérait ça, puis elle dirigeait le trafic, elle sauvait beaucoup de temps. Et puis quand je me suis aperçu, après avoir eu mon congé de l'hôpital, que finalement, c'est mon diabète qui filait pas, c'est elle qui m'a envoyé à la bonne place. Je n'ai pas dérangé mon neurochirurgien pour avoir un rendez-vous avec un endocrinologue. Donc, ça a été une personne ressource fort importante. Puis je me demande si cette personne, si ces gens-là qui s'occupent de ces fonctions-là ne pourraient pas être aussi des personnes qui prennent en charge des patients qui ont des maladies chroniques. Question. En fait, vous faites écho à ce qui a été nommé tout à l'heure, l'idée du prestataire principal de soins, qui n'est pas nécessairement un médecin, peut être un intervenant pivot. On parle d'ailleurs souvent d'intervenant pivot, souvent une infirmière dans le domaine que vous avez évoqué, mais on pourrait penser autant à un médecin pivot, entre guillemets, qu'à une infirmière pivot, qu'à une travailleuse sociale pivot. Alors, je pense que l'idée est de retenir que dans le parcours des patientes et des patients, je suis certain que Mme Villelmy pourrait renchérir là-dessus, dans ce parcours, d'avoir des points d'ancrage, des bouées, des phares qui permettent de naviguer. C'est clé, c'est critique, c'est essentiel. Je ne sais pas, Mme Villelmy, si... Absolument. Je regarde, tantôt, M. le ministre disait qu'il m'avait vu à l'automne. C'est un projet qui a été initié par moi. C'est un projet de recherche pour introduire des patients partenaires dans le parcours prédiagnostic du cancer du sein. Les patientes partenaires qui sont impliquées dans ce projet-là sont formées pour pouvoir aider les patients à s'orienter dans le système. Ce que vous disiez tantôt, vous ne savez pas qui fait quoi puis qui gère quoi où. Les patientes peuvent faire ça. Les patientes partenaires, ça peut aider, juste soutenir, juste écouter, être un réservoir du trop-plein. Puis, ça peut donner de l'information aussi. On est formé correctement pour guider les gens vers la bonne information plutôt que de s'en aller sur Dr Google. Fait qu'en amont de tout ça, oui, il peut y avoir des patients partenaires impliqués dans le parcours. Je vous remercie beaucoup, Dr Groux et Mme Villelmy, pour votre contribution à nos travaux. La commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures. Merci beaucoup, beaucoup de votre présence. Merci de votre accueil.